Système de guidage. Branché. Pilote automatique. Présent. Indicateur de matière obscure. Il fait un bruit. Tous les systèmes opérationnels. C'est parti. Ça va vous secouer un petit peu. Qu'est-ce que c'est pas possible de ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà le travail. Voilà ce qu'il fallait dire à ce bon peuple. Voilà ce qu'il fallait dire. C'est un exercice qui peut provoquer des vomissements, ou des vertiges ou des déséquilibres. Travail du cervelet, travail de la rate, travail du foie. Ça va vous secouer un petit peu. Et voilà le travail. Je vais vous dire qui est mon adversaire, mon véritable adversaire. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. C'est vrai que François Hollande, pour l'instant, porte un peu mes satisfactions. Par rapport à quelle proposition? Proposition de l'égalité, de savoir que la finance est quand même un peu l'ennemi de tous les gens qui travaillent, puisque on nous demande toujours beaucoup plus de résultats aux gens qui travaillent sur le terrain, et toujours pour profiter à ces messieurs qui détiennent les cordons de la bourse et les actions. Donc ils sont un peu trop gourmands à mon goût, et ça serait bien qu'on partage un peu plus ce gâteau. Si des gens qui sont réellement de gauche ne prennent pas en compte cette grave situation, dans ces cas-là, je crois qu'on est plus bon qu'une révolution. T'as voté PS au deuxième tour? Quoi? T'as voté PS? Quand? Au deuxième tour. Qui? Ben toi. Ben et toi? Moi? Bah oui, toi. Moi quoi? T'as voté Hollande ou quoi? Non, attends, c'est moi qui pose la... Tu veux pas répondre? Mais c'est toi là! Quoi, moi? Bah oui, t'arrêtes pas de... là, dire que c'est Sarko Empire, je sais pas quoi. Ah ouais? Ouais! Alors moi j'ose pas, il y a un micro là. Ah, t'as voté utile! Mais t'es con ou quoi? Voter comme ça favorise le grand n'importe quoi! Arrête avec ça! Je sais tout ça, mais je sais pas, il y a le feu là, non? Je sais pas. Et toi? Bah quoi, toi? T'as voté quoi? Quand au feu les pompiers, la maison qui brûle. Au feu les pompiers, la maison brûlée. C'est pas moi qui l'ai brûlée. C'est la cuisinière. C'est pas moi qui l'ai brûlée. C'est le cuisinier. Au feu les pompiers, la maison qui brûle. Au feu les pompiers, la maison brûlée. C'est Radio Campus, vous écoutez Travaille ta gauche, l'émission qui devrait surveiller sa droite, sur Radio Campus 106,6. Tous les premiers et troisièmes lundis du mois, nous nous adressons à votre entendement. Pour parler du Parti Socialiste et pour répondre à la question de savoir à quoi sert le Parti Socialiste, nous entendrons aujourd'hui Rémi Lefebvre, enseignant-chercheur en sciences politiques et militant de l'aile gauche du PS, courant Morel-Milman-Filoche. Écoutez le requiem des ventres creux qui montent au loin, un cran plus fort à chaque nouvelle recrue. Ces crocs sont acérés, brillent d'une blancheur nacrée. Ayez crainte car ils n'attendent qu'une chose, qu'on les libère de leur écrin. Nous vous cracherons nos cris coincés dans le gosier, avec la poésie des bêtes de somme qui sortent de l'enclos. Nous bannirons les mots ramollis de pleurs et de sanglots, et ceux qui vous désigneront seront alors des plus grossiers. Et vous pourrez toujours nous jouer de la rhétorique. Oui, nous serons pour vous la langue lourde et méthodique. Vous accuserez le coup d'une mémoire séculaire. L'évolution de ce monde ne sera pour vous plus jamais salutaire. J'ai un double statut, j'allais dire, dans ce que je vais vous dire aujourd'hui. Je suis à la fois universitaire, donc je suis professeur de sciences politiques à l'université de Lille 2. Donc je suis chercheur, enseignant-chercheur en sciences politiques. Et donc une des spécialités de recherche, c'est le Parti Socialiste, les partis politiques. Et donc j'ai consacré ma thèse de doctorat au socialisme municipal, et depuis j'ai publié plusieurs ouvrages sur le PS
appréhendée sous l'angle sociologique. Donc voilà, je m'intéresse à la sociologie des dirigeants, à la sociologie des militants, à la sociologie de l'organisation socialiste. Voilà, donc dans une veine assez critique, une sociologie bourdieusienne, on pourrait dire, du Parti socialiste. Et puis par ailleurs, je suis militant du Parti socialiste depuis 1995, de famille socialiste. Mes parents sont socialistes, mon père est élu. Toute ma famille est socialiste, donc très attachée au socialisme. Voilà, et donc je milite au PS, à la gauche du parti. J'ai toujours été à la gauche du parti, depuis à la gauche socialiste, le courant de la gauche du parti. Et aujourd'hui, donc, je milite au sein de Maintenant la gauche, qui est le courant qui est né au dernier congrès de Toulouse, qui est le courant de Marie-Noëlle Lienemann, Emmanuel Morel et Gérard Filoche. Je vais vous dire qui est mon adversaire. C'est le monde de la finance. Voici les principales mesures économiques de François Hollande pour réguler le système bancaire. Si la finance est l'adversaire, alors il faut l'affronter. Maîtriser la finance commencera ici par le vote d'une loi sur les banques qui les obligera à séparer leurs activités de crédit par rapport aux opérations spéculatives. Les produits financiers toxiques, c'est-à-dire sans lien avec les nécessités de l'économie réelle, seront purement et simplement interdits. Pour que nous ne soyons plus menacés par la spéculation boursière. Aucune banque française ne pourra avoir de présence dans les paradis fiscaux. Pour rendre leurs activités transparentes et pleinement imposables. Les stock options, sauf pour les entreprises naissantes, seront supprimés et les bonus encadrés. Pour limiter les comportements irresponsables des décideurs économiques. Enfin, je proposerai une véritable taxe sur les transactions financières avec ceux en Europe qui voudront la mettre en œuvre avec nous. Pour engager la finance dans l'effort national de réduction des déficits publics. Aucune des promesses de François Hollande n'a été tenue. Rémi Lefebvre, un sociologue espion du PS. Cool. On veut des infos croustillantes du genre « Qu'est-ce que c'est qu'un parti ? Ça veut dire quoi être militant ? Militer, à quoi ça sert ?» Bon, et puis les primaires où tout le monde s'exprime librement, gratuitement pour choisir son chef. Ce serait pas un bon modèle de démocratie 3.0 ? J'ai sorti ce bouquin, Les primaires, juste en septembre 2011, au moment où la campagne des primaires était lancée. Donc où il y a eu 5 candidats socialistes, souvenez-vous, Valls, Ségolène Royal, Martine Aubry, François Hollande, Jean-Michel Bailey, Arnaud Montebourg. Voilà. Et donc c'était un bouquin un peu à la fois scientifique et de provocation. C'était tout le monde célébrait le caractère très démocratique des primaires en disant les primaires c'est génial, voilà, on donne plus de pouvoir aux électeurs, ça permet aussi de retirer du pouvoir aux partis parce que les partis aujourd'hui sont très discrédités, ils sont pas représentatifs. Et donc moi j'ai développé un peu une thèse critique, c'est-à-dire pour moi les primaires c'est ce que j'ai appelé la fin du parti militant, c'est-à-dire ça participe de la dévalorisation du militantisme aujourd'hui, ça participe aussi de la présidentialisation des institutions, d'ailleurs on le voit bien avec l'UMP qui a adopté depuis le principe des primaires, de la personnalisation de la vie politique, de ce que j'appelle la politique course de chevaux, de la démocratie d'opinion, et ça traduit du point de vue du PS le fait que c'est un parti qui s'est dépolitisé, désidéologisé, et qui en vient à confier la désignation du candidat à l'élection présidentielle à des sympathisants, et donc ça retire du pouvoir aux militants, et ça me paraît emblématique de ce qu'est devenu le PS. La seule condition, c'est qu'il fallait payer 1 euro et déclarer quand même il fallait signer une déclaration d'adhésion aux valeurs de gauche. Donc il y avait quand même l'idée que voilà, les participants, c'est pas les adhérents des partis politiques. Ça peut être par exemple les sympathisants socialistes, c'était un peu le public qui était visé par la procédure des primaires, mais aussi par exemple les Verts, les écologistes. On sait très bien qu'il y a une partie des écologistes qui sont allés voter aux primaires, notamment pour soutenir Martine Aubry. Et donc c'est aussi l'idée que finalement, dans la mesure où les Verts seraient peut-être appelés à voter au 2e tour pour un candidat socialiste, ils ont un droit de peser sur la désignation du candidat. Voilà, donc ça participe. Enfin, ce qui est intéressant, c'est que le militant, il avait des droits et des devoirs.
Et là, finalement, on donne des droits à une nouvelle catégorie d'électeurs, sympathisants. Il y en a eu 3 millions aux primaires, qui ont participé à la désignation du candidat socialiste. J'étais contre les primaires, mais dès lors que la règle a été adoptée, j'ai voté pragmatiquement pour le candidat le plus à gauche, au premier et au deuxième tour. Il faut nous rappeler comment se faisait la désignation du candidat à l'élection présidentielle avant les primaires? Alors c'est très compliqué. En fait, traditionnellement, c'était une désignation par les instances dirigeantes du parti et par les courants. Et en fait, à partir de 1995, le candidat à l'élection présidentielle a été désigné directement par le vote des adhérents, et donc pas des sympathisants. C'est ce qu'on appelle des primaires fermées. Et il y a eu un autre changement en 2006-2007, c'est que les socialistes ont permis à des sympathisants de prendre leur carte à 20 €, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour acheter le droit de participer à la désignation du candidat. Donc il y avait déjà eu ce que j'ai appelé dans mon bouquin des primaires semi-ouvertes en 2006-2007. Voilà, mais c'était quand même les adhérents ou le parti lui-même à travers ses courants ou les adhérents qui désignaient le candidat à l'élection présidentielle. Pour moi, en fait, les partis politiques, c'est une forme politique qui est née à la fin du 19e siècle, qui est très clairement issue plutôt de la pensée marxiste. L'idée du parti politique, c'est une forme d'avant-garde un peu éclairée, qui vise en fait à organiser le mouvement ouvrier sur le plan politique et électoral, à encadrer le suffrage universel, puisque le suffrage universel s'impose dans les démocraties parlementaires à la fin du 19e, et de politiser le suffrage universel pour faire prévaloir les intérêts de classe, on disait à l'époque, du mouvement ouvrier. Donc, enfin, les partis politiques, c'est aujourd'hui qui se sont imposés, y compris à droite du spectre politique. C'est dans la démocratie parlementaire un outil de structuration du suffrage universel, du vote, mais c'est aussi à gauche un outil de politisation de la société. Et donc les militants, c'est un peu dans une métaphore un peu militaire, d'ailleurs militantisme, militare, il y a l'idée du combat, c'est un petit peu ceux qui sont les chevilles ouvrières de ce travail politique, travail de conscientisation, d'encadrement de la société, de politisation. Un parti politique, c'est un intellectuel collectif aussi, c'est une pensée politique. Et les primaires, ça traduit la décomposition de ce modèle des partis. C'est-à-dire que finalement, le parti n'est plus vraiment un creuset idéologique, ça devient une structure un peu ectoplasmique, ce qui est devenu le PS, et où même quand il y a un vote politique important, la désignation du candidat présidentiel, des militants, ils perdent le monopole de ce processus. Et pour moi, les primaires encouragent la désignation plutôt de candidats à la droite, puisque en fait on sait que dans les partis politiques, en général, le vote des militants est plus à gauche que le vote des sympathisants. Parce même que dans les partis de droite. C'est dans les partis de gauche. Par exemple, c'est évident. Et donc, pour moi, c'est aussi une stratégie. C'était aussi une stratégie de dilution de ce qui reste de militants de gauche au sein du Parti socialiste. La définition du militantisme, elle a évolué dans le temps. Déjà, ce qui est frappant, c'est qu'un militant de gauche, traditionnellement, il avait aussi une façon à vivre de gauche. Militer, c'est aussi incarner dans son style de vie, dans son éthique personnelle, dans ses choix politiques, les idées qu'on représente. Militer, c'est se transformer soi-même, c'est penser, réfléchir, parce que on peut très vite être gagné par la pensée de droite. Comme c'est l'idéologie dominante. Donc militer, c'est s'armer soi-même pour être convaincu et convaincant, pour convaincre les autres. Bon, alors après, militer, plus classiquement, c'est aussi aller au devant des électeurs, faire du prosélytisme, défendre ses idées, combattre pour ses idées. Et donc, ça prend la forme des pratiques militantes comme distribuer des tracts, participer à des manifestations. Donc il y a une dimension activiste dans le militantisme. Un militant, c'est pas seulement quelqu'un qui prend sa carte, c'est quelqu'un qui essaie de convaincre. Qui est dans l'action. Alors, en fait, ce qu'on observe, c'est que il y a une crise de militantisme dans les partis de gauche et pas seulement au Parti socialiste, parce que d'abord, concrètement, il devient de plus en plus difficile de vivre à gauche. Penser à gauche est une chose, mais penser à gauche et vivre à gauche, c'est peut-être plus difficile qu'avant. Je sais pas, par exemple,
prendre un exemple moi, qui me frappe toujours, c'est que dans les années 70, il aurait été inimaginable pour un élu ou un militant socialiste d'envoyer ses enfants à l'école privée. C'est pas possible. Aujourd'hui, c'est plus un tabou. Donc il y a une cohérence identitaire existentielle du militantisme de gauche, à mon avis, qui s'est un peu effiloché, mais c'est aussi parce que nous sommes dans une société de plus en plus où le capitalisme a étendu son emprise sur les esprits, sur les comportements. Le soulèvement aura lieu. L'air est électrique, le temps est lourd et orageux. Le soulèvement aura lieu. Oui, c'est une évidence, et t'auras beau prier ton Dieu. Vous écoutez Radio Campus, c'est Travaille ta gauche. Et du côté du parti de gauche, on pense quoi du PS ? Julien Poix, co-secrétaire du Nord. Le parti socialiste, il est confronté un peu à un vide idéologique. Je pense qu'il a sa boîte à outils complètement vide. Il y a deux solutions pour le parti socialiste, c'est soit changer de nom, soit finir comme le PASOK actuellement, le parti socialiste grec. Moi je trouve que la démarche des socialistes qui restent à l'intérieur du PS, les socialistes affligés, est très courageuse, mais elle est inutile. Moi j'en ai fait l'expérience, changer les choses de l'intérieur au niveau du parti socialiste est impossible. Et là actuellement, ce qu'on observe finalement avec cette déperdition de militants qui a beaucoup fait débat, qui a été publié dans la presse, etc., c'est que le socle du PS maintenant se fossilise aussi sur le parti de la clientèle. C'est un parti de clientèle maintenant. Là, ils sont un peu aux abois parce que là, récemment, ils ont essayé de récupérer l'écosocialisme. Il faut qu'on réfléchisse à faire la synthèse à inscrire les luttes sociales dans les luttes écologiques, etc., avec l'écosocialisme. Bon, on peut leur donner des petites leçons, des petits cours là-dessus s'ils veulent, mais bon, des cours du soir, on peut les briefer un peu là-dessus, mais bon, c'est pas très convaincant. J'ai l'impression que le Parti socialiste court un peu comme un poulet sans tête dans tous les sens. Alors à l'intérieur, il y a certes des gens qui sont sincèrement dévoués à l'idéal socialiste. Moi, je dis que je suis socialiste encore. Pour moi, le socialiste n'est plus dans le Parti socialiste. Le b.a.-ba, le socialiste, c'est pas réactionnaire et ringard de dire qu'il est anticapitaliste. Voilà. En dehors de ça, c'est déjà un peu le cadre du socialisme, quoi. L'anticapitalisme. Parce que socialisme et communisme ont un tronc commun. Donc après, il y a eu des divergences historiques, mais déjà, si on n'est pas anticapitaliste, on ne peut pas être socialiste. C'est ce que Mitterrand disait, sa fameuse phrase. Celui qui n'accepte pas la rupture. La méthode, ça passe ensuite. Celui qui ne consent pas à la rupture avec l'ordre établi. Politique, ça va de soi, c'est secondaire. Avec la société capitaliste, celui-là, je le dis, il ne peut pas être adhérent du Parti socialiste. Parce qu'on a un parti qui est un peu finalement la sorcière des contes de fées finalement. Ils apportent un beau cadeau, mais ils sont déguisés en belle princesse. Puis finalement derrière, il y a quand même le poison est là, le poison de l'austérité du capitalisme, il est derrière. Si vous voulez, ils s'habillent du mot de la gauche, dans les vêtements de la gauche, pour après faire passer une politique qui n'est pas sensiblement pareille, différente, puisque au niveau des privatisations, au niveau du refus de la nationalisation par exemple, qui est pour eux un crime nationalisé, c'est un tabou pour eux. Alors là, quand on parle de tabou, avec Florange, etc., un gouvernement socialiste aurait nationalisé, n'aurait pas eu peur de le faire. Un gouvernement socialiste n'aurait pas amené l'âge de la retraite à un niveau aussi élevé. Le socialisme, c'est quoi? C'est la réduction du temps de travail, c'est le progrès social, c'est la protection des travailleurs. La nationalisation est une arme qu'ils n'ont pas utilisée. C'est pire peut-être que Sarkozy, parce que Sarkozy, il assume, il est sur ses lignes idéologiques. Valls ou Macron n'assument pas. Ils maintiennent des illusions historiques, ils font semblant, ils jouent un jeu, et derrière, en fait, ils déroulent une politique qui n'est pas une politique de rupture avec le capitalisme. Donc, pour les gens, ils sont toujours de gauche, donc ça crée une confusion terrible. Et moi, je ne suis pas loin de penser qu'un des principaux responsables de la montée du Front National aussi actuellement, c'est cette confusion. Cette confusion qui est entretenue par le Parti socialiste sur ses idées politiques. C'est le parti qui est actuellement le parti du mensonge pour moi. Parce que voilà, on a fait un front anti-Sarkozy en pensant finalement que sur certains blocs sociaux, il n'y aurait pas d'atteinte sur la retraite, sur la sécurité sociale,
sur différents droits comme ça. Il y a eu des coups de canif qui sont devenus maintenant des coups de marteau. Il y a beaucoup de gens au front de gauche qui regrettent certainement, je pense, leur vote du deuxième tour en 2007. Il y a quand même, au Parti Socialiste, les gens sont attachés à ce parti, les militants, parce qu'il y a une histoire, il y a des valeurs, il y a des personnages historiques, il y a des figures tutélaires qui maintiennent aussi captifs des gens. Les gens qui restent au PS sont captifs de deux manières, soit par leur profession, parce qu'ils gravitent autour d'élus, ils travaillent dans des collectivités locales, soit parce qu'ils sont captifs d'une tradition, d'une histoire qui était aussi capturée par le PS. Voilà, 36 par exemple, OPA du PS sur ça, c'est pas que le PS, 36 c'est aussi le mouvement social dans la rue, c'est le Parti communiste, c'est même les radicaux. Donc c'est les syndicats. C'est les syndicats, exactement. Donc il y a eu une OPA de plusieurs choses du PS qui était très malin sur ça, sur le storytelling de Mitterrand aussi, on aurait beaucoup de choses à dire dessus. Le programme commun aussi, il y aurait beaucoup de choses à dire dessus. Et ce qui fait que beaucoup de gens sont captifs par tradition politique, par attachement historique ou par goût, par profession aussi, lié à leur travail. Donc à ce niveau-là, moi je pense qu'il n'y a pas 36 solutions. Le PS ne peut pas se réformer de l'intérieur, le congrès de l'année prochaine ne donnera rien, je pense. Est-ce que le PS est prêt à éclater ? Je pense qu'il y aura toujours un dernier carré autour du réseau d'élus, et je pense que la réponse actuelle, les militants s'en vont dans la nature. Le problème c'est qu'ils s'en vont dans la nature. Et ils s'en vont dans la nature, ça veut dire qu'ils abandonnent, pour la plupart, l'action politique. On ne les retrouve pas au front de gauche pour l'instant. Et ça, je le déplore vraiment. Je vais vous dire qui est mon adversaire, mon véritable adversaire. C'est le monde de la finance. Un drôle de bain de foule, celui de François Hollande aujourd'hui à Carmaux. J'ai 51 ans, je suis au chômage, je suis à Carmaux, j'étais à Montpellier. J'ai cru en vous, monsieur Hollande. Mais au chômage, on se bat pour le faire baisser. Non, on l'aime pas. Qu'est-ce qu'il fait pour les retraités? Rien. Qu'est-ce qu'il fait pour les jeunes? Rien du tout. Monsieur le Président, vous n'êtes pas là pour ça. Vous n'êtes pas là pour ça, monsieur le Président. Vous êtes venu à Carmaux il y a 2 ans et vous ne tenez pas vos promesses. Non, vous ne tenez pas dans le sens, monsieur le Président. Pensez à nous, pensez à nous. Jaurès, il ne parlait pas comme vous. Et vous venez le saluer aujourd'hui. Quand je pense à ce pauvre François pris en otage par Manuel Valls, alors que c'était un vrai mec de gauche avant d'être élu, c'est pathétique. Et le PS, le Parti socialiste qui doit être tout près d'exploser sous ces contradictions intenables. Manuel Valls n'est pas du tout un homme populaire au PS. Il n'est pas du tout populaire chez les militants. Enfin, honnêtement, ça j'en suis à peu près sûr. C'est que Valls, il est populaire dans les médias, dans une partie de l'opinion publique. Il est surtout populaire chez les gens de droite, en fait. Le capital politique de Valls, c'est ça qui est paradoxal, ce qui fait sa popularité, si on la mesure de manière agrégée, tout le monde confondu, c'est que les gens de droite l'aiment bien. C'est que comme il est, à mon avis, de droite, fondamentalement, c'est quelqu'un dont la force est justement de brouiller les cartes, d'être dans la désorientation. Valls, pour moi, c'est un agent de désorientation politique. C'est quelqu'un qui a un discours qui, depuis des années, occupe un espace politique au PS, à mon avis, minoritaire auprès des militants. D'ailleurs, il ne s'est jamais compté. Et aux primaires, son score des primaires prouve que auprès du peuple de gauche, des sympathisants de gauche, ces idées ne sont pas majoritaires. Et je pense qu'il n'est même pas majoritaire au sein du PS. On le verra d'ailleurs dans le prochain congrès, parce qu'il ne va pas se compter lui-même. Il a très très peur de se compter sur les voix des militants, parce qu'en gros, pour moi, le centre de gravité idéologique du PS, aujourd'hui, il est entre François Hollande et Aubry. Il est plus proche en tout cas de Martine Aubry pour moi que de Valls. Valls en même temps il est Premier ministre, donc il incarne à un certain point de vue la ligne du gouvernement. Mais moi mon hypothèse c'est qu'aujourd'hui, on verra lors du prochain congrès du PS en juin, la ligne du gouvernemental aujourd'hui n'est pas majoritaire au PS. En tout cas, c'est pas du tout la ligne sur laquelle les militants avaient voté en juin 2011 lorsqu'ils ont voté le projet socialiste. Il y a un écart abyssal entre ce projet qui était un projet social-démocrate un peu classique et la politique, je ne dis même pas social-libérale de Valls, elle est libérale. Donc pour moi, Valls, je ne pense pas qu'aujourd'hui ça soit l'homme fort du PS.
Le discours du Bourget, alors, dont on ne retient que la diatribe contre la finance, hein, mais quand on lit le discours du Bourget, c'est ce que j'appellerais un discours attrape-tout. C'est-à-dire, c'est un discours qui ménage la chèvre et le chou, qui est très hollandien au sens très ambigu. Hein, c'est-à-dire qu'il y a effectivement quelques marqueurs de gauche qui visaient très clairement à mobiliser l'électorat Mélenchon de premier tour, hein, le déculpabiliser de voter socialiste pour le deuxième. Et donc, de ce point de vue-là, il a très bien réussi, puisque les électeurs de Mélenchon du premier tour ont très majoritairement voté pour Hollande. Hein. Mélenchon a appelé à voter Hollande. Mais derrière, dans le discours du Bourget, il y a la priorité déjà donnée au désendettement. Bon, en tout cas, il y a un décalage quand même si ce discours est ambigu, il y a un décalage énorme entre la politique de l'offre telle que mène François Hollande, qui est dans la continuité de la politique de Nicolas Sarkozy, et donc le discours qui était quand même un discours de réorientation de la politique européenne, où par exemple la question du coût du travail n'était pas pensée comme centrale, comme problématique. Voilà. Donc je pense que, pour répondre à votre question, que ça a été un tournant, hein, de la campagne, dans la mesure où là il a un peu emporté les électeurs de gauche qui étaient méfiants. Bon, voilà, et donc il les a finalement trompés, c'est évident. Le problème aujourd'hui de beaucoup de dirigeants socialistes, c'est qu'ils pensent pas grand-chose. C'est-à-dire que pour moi, c'est un parti qui est plus que converti au libéralisme, c'est un parti où il n'y a plus d'idéologie. C'est un parti où vous demandez par exemple aux députés moyens socialistes qui pensent de la politique du gouvernement, ils trouvent que c'est pas terrible globalement, parce ils se rendent bien compte que c'est pas à gauche, mais en même temps ils croient pas à grand chose d'autre de possible. C'est-à-dire que pour moi, ce qui caractérise idéologiquement le PS, c'est le défaitisme, c'est un social défaitisme. Ils pensent qu'aujourd'hui il n'y a plus rien à faire, c'est mort. Non mais c'est très, très puissant cette idée. C'est en gros, il y a une espèce de fatalisme, et donc du coup, ces dirigeants socialistes, ils sont d'autant plus enclins à accepter l'idéologie dominante qu'ils n'ont plus de pensée eux-mêmes. Alors effectivement, il y a des lignes quand même de force idéologique qui se dessinent. Bon, on l'a bien vu là, autour de la contribution de Martine Aubry. Il y a eu les états généraux du PS, elle a produit un texte. On voit très très clairement que il est en désaccord avec la politique d'Hollande. Il est plus proche du projet du PS d'avant les élections. Bon, mais le problème aujourd'hui, c'est là où c'est compliqué, c'est qu'il y a deux lignes, sauf que Jean-Christophe Cambadélis, qui est le patron du PS, il veut éviter ce clash entre les deux lignes. Et donc il voudrait parvenir à créer, en prenant un peu ses distances avec Valls, une espèce de rassemblement autour d'un grand axe majoritaire, qui va un peu noyer le poisson. Alors, sur l'éclatement, moi j'ai jamais cru, parce que ça fait des années qu'on dit que le PS va éclater. C'est un discours journalistique, un lieu commun journalistique, la crise au PS, mais en fait c'est un parti qui est toujours en crise, il y a toujours, mais en même temps qui est très résilient. C'est un parti très très résilient, c'est-à-dire que il a tout vécu, il rêve toujours à surmonter. Il a une inertie. Il est résilient, parce que c'est un parti alors jusque maintenant très puissant localement, hein, qui est bon. Et donc moi, pendant longtemps, j'ai pas cru à cette hypothèse de l'éclatement, parce qu'en fait, il y a trop de gens qui ont intérêt à rester au PS, parce qu'il y a beaucoup de mandats locaux, notamment. Hein. C'est un parti d'élus, le PS. Il y a un adhérent sur deux qui est élu. 60% des conseils généraux, la totalité des régions, énormément de villes, même si les municipales ont été mauvaises. Donc il y a trop de gens qui ont des intérêts professionnels et de carrière pour faire exploser le PS. Par contre, ce qui va se passer, moi ma conviction, c'est que le PS risque vraisemblablement de perdre l'élection présidentielle, prochaine élection présidentielle, et surtout il est en train de perdre tous ses élus locaux. C'est ça qui est absolument fascinant pour moi dans le PS. C'est un parti qui est en train de s'autodétruire. C'est-à-dire que non seulement il mène pas une politique de gauche, mais cette politique, en fait, elle est en train de détruire ce qu'il est, c'est-à-dire les élus locaux. Et donc, il y a un côté irrationnel d'ailleurs. Et donc, quand le PS va se retrouver en charpie, dévitalisé après la prochaine élection présidentielle, là, il y a moins de gens qui auront intérêt à rester. Et je pense qu'il y a peut-être, et comme il y a vraiment des divergences idéologiques très fortes dans ce parti, je pense qu'il peut y avoir une recomposition ou un éclatement. Mais voilà, pour moi, il faut attendre la prochaine élection présidentielle. Tiens, mais il n'y a pas une chanson du groupe MAP qui dénonce l'empire du Parti Socialiste dans le Nord-Pas-de-Calais? L'île, le fief, le pays des socialos, la gauche caviar, discriminante et démago, dans nos murs comme l'amiante, invisible et dangereuse, franc-maçonne, vicieuse, paternaliste et mafieuse, ça se la raconte intègre, authentique et populaire, et à chaque mandat, ils nous la font à l'envers.
milliards. Je sais pas si les Lillois ont de la merde dans les yeux, vu le ramassis de merde qu'ils nous foutent dans les urnes. Il serait temps de mettre un coup de pompe dans cette fourmilière, du poison, quelques pièges, quelques souricières. En fait, mafia, pour moi, ça, voilà, c'est pas un terme qu'en tant que sociologue je peux reprendre. Mais par contre, notabilisation, hyper professionnalisation politique, constitution de fief, clientélisme. Ça c'est évident, mais j'allais dire c'est pas le propre. Malheureusement, c'est le propre du pouvoir local en France. C'est-à-dire que le pouvoir local en France, c'est un pouvoir souvent personnalisé, fondé sur le clientélisme. On le voit très bien. À Corbeil avec Marcel Dassault, mais on voit bien, ça a été le cas aussi des villes communistes qui sont très clientélistes, de Jean-Noël Guérini à Marseille. Alors ici, il y a un clientélisme historique, qui est lié au fait que le parti s'est beaucoup appuyé sur les collectivités locales. C'est donc un parti qui est hégémonique aujourd'hui localement. À mon avis, ça va peut-être changer. C'est-à-dire que, concrètement, la plupart des institutions publiques sont dirigées par le Parti socialiste. Le conseil général, le conseil régional, la mairie de Lille. Et donc ça, c'est des organisations puissantes, effectivement, alors qui ont des stratégies d'implantation dans des associations, de vassalisation d'associations, donc des stratégies de clientélisme. Alors après, moi, mon sentiment... c'est que je suis pas sûr que ça suffise ce système. C'est-à-dire que aujourd'hui, d'abord les associations ont changé, se sont professionnalisées, se sont un peu dépolitisées, et puis surtout, je pense que ce clientélisme-là, son rendement électoral est de plus en plus faible. C'est-à-dire qu'en fait, c'est de plus en plus difficile d'acheter les voix des gens. Les gens sont plus... parce que aussi, classiquement, ce clientélisme, c'était aussi le maire bienfaiteur. C'est-à-dire que c'est le maire... aujourd'hui, les gens sont moins dupes, peut-être, de ce phénomène de clientélisme. Ce qui m'amène aussi à nuancer le chose, c'est qu'aujourd'hui, les élus ont moins de ressources à distribuer aussi. Par exemple, aujourd'hui, dans les permanences, quand des gens viennent voir les élus, demandent un emploi, un logement, les élus il y a quelques années, ils avaient la possibilité de distribuer des logements et des emplois. Aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile. Le logement, l'attribution de logement est quand même de plus en plus obéit de plus en plus à des règles, et puis les élus n'ont plus vraiment la possibilité d'embaucher les gens, même dans les associations. Vous voyez, donc après, honnêtement, c'est vrai que je dirais pas une mafia, mais le PS ici, c'est un système assez verrouillé, ça c'est clair, où on voit très souvent à la tête des associations, des militants proches du PS. Là, c'est un parti qui a des ramifications locales très profondes, ça c'est sûr. Le gouvernement Valls se permet des choses que le gouvernement Sarkozy ne permettrait pas. Par exemple, réduire le budget de la culture. D'un certain point de vue, c'est seulement la gauche qui peut le faire. Si la droite le faisait, il y aurait tout le monde dans la rue. Ou par exemple réduire les dotations des collectivités territoriales. Parce que finalement, la gauche, comment peut-être moins la suspecter d'être de droite, elle fait passer effectivement elle fait des choses que la droite peut pas se permettre de faire, parce que si c'était la droite, elle mobiliserait plus contre elle. Bon. Sur le plan économique, je suis d'accord. Je pense que le pacte de responsabilité, le pacte de compétitivité, là, les 40 milliards, effectivement, sans contrepartie. Donc c'est pas du tout. Quand on avait dit que c'était social-démocrate, moi ça me fait bondir. Pas du tout, puisque la social-démocratie, c'est compromis capital-travail. C'est-à-dire, on négocie avec les forces du capital, mais donnant. C'est-à-dire, là il y a aucune contrepartie. Aucune. Bon. Alors après, là vous dites quelle est la fonction du Parti socialiste. Ça c'est une vision que moi je trouve très idéologique, au sens où comme si on n'est pas loin du complot quelque part. Voilà. Bon, moi ça je trouve que c'est un peu simpliste comme raisonnement. C'est-à-dire que le PS n'a pas une fonction et après par ailleurs moi je pense que ce qui est compliqué, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que le PS, c'est un parti, il a traditionnellement une obsession de ne pas être reconnu comme bon gestionnaire. Ça, je pense que ça pèse beaucoup. C'est un peu le syndrome bérégovois. Et finalement, quand il n'y a pas d'argent, paradoxalement, les socialistes en rajoutent dans le côté austérité. Et donc ça, par exemple, c'est un argument qu'il faut prendre en compte. C'est-à-dire, cette espèce d'obsession du PS de l'idée d'apparaître comme mieux géré que la droite, parce que on la suspecte d'être laxiste, et donc le PS en rajoute sur ce côté-là. Et ça, c'est terrifiant, parce que finalement,
finalement, Sarkozy, il était moins embarrassé par la dette que par le PS. La dette, bon, qui est une réalité, alors on peut dire que c'est une dette légitime, je serais assez d'accord. En même temps, le PS doit composer avec ce truc. Et en fait, ça les traumatise. Ils sont tétanisés par ce machin. Et donc, du coup, ça les amène, parfois à contre-cœur, à mener des politiques auxquelles ils ne croient pas eux-mêmes. C'est-à-dire, bon voilà, moi ma vision, je sais que c'est peut-être pas forcément la vôtre, c'est de dire faut pas surestimer le côté idéologique. Ils font des trucs de droite un peu à leur corps défendant. Enfin, on pourrait dire c'est une manière de les excuser de dire ça. Mais moi, pour moi, il y a ça qui joue. Après, il y a clairement parfois une variable idéologique. Emmanuel Macron, c'est un ultralibéral. Valls, c'est un ultralibéral. Bon, voilà. En tout cas, aujourd'hui, c'est absolument évident, pour revenir à votre question initiale, que évidemment les forces du capital, finalement, se disent, mais alors finalement, c'est encore mieux d'avoir eux, leur perception, effectivement, c'est finalement c'est encore mieux d'avoir le PS, parce que finalement le PS ça tétanise, voilà, ça tétanise le mouvement social. On peut dire que oui, ça par exemple, je peux, du point de vue du patronat, le patronat peut se dire finalement, mais c'est bien mieux quand cette gauche-là est au pouvoir. Ça c'est sûr. En fait, donc là, il y a du point de vue du patronat, le PS a une fonction. Ça c'est sûr. Ça, je suis d'accord. On l'a bien vu, quand ce truc hallucinant. Quand Valls va à l'université d'été du MEDEF et qui dit que son gouvernement est pro-business, vous avez Denis Kessler, donc un idéologue du MEDEF, qui dit mais c'est incroyable, jamais un mec de droite n'aurait dit ça. My government is pro-business. Mais à quoi bon préparer votre retraite? Une horde d'affamés s'amassent en bas de vos fenêtres. Et pour vous, à la Côte-Irisée, l'endroit où croisse la tendresse, oui messieurs, c'est bien à vous qu'elle s'adresse. Son visage est d'un calme absolu et vous défie du fond des yeux d'un air ferme et résolu. Et là, vous comprenez trop tard que votre époque est révolue, que si on en est là, c'est parce que vous l'avez voulu. La pluie inondera de larmes le pavé, le vent de nos clameurs soufflera vos certitudes, des coulées de dégoût engloutiront tous vos palais, charriés par ce torrent qui sort du lit de sa servitude. Le soulèvement aura lieu, l'air est électrique, le temps est lourd et orageux. Le soulèvement aura lieu, oui c'est une évidence. Mais travaille ta gauche, t'es sur Radio Campus quand même. Oui, mais je comprends au PS. On travaille plutôt le crochet du droit, direct dans nos grosses gueules endormies. Même pas anesthésiées. C'est le chaos ou quoi? There is no alternative. Putain, c'est la pensée unique. Pensée unique ou le TINA, there is no alternative. C'est-à-dire que ça c'est très puissant. Mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Social défaitisme, fatalisme. Après, moi honnêtement, aujourd'hui, c'est terrifiant ce qui se passe pour la gauche. Moi, je suis absolument radicalement convaincu que le système capitaliste est devenu tellement puissant que la gauche ne peut pratiquement plus rien faire. C'est-à-dire que c'est ça qui est terrible. C'est-à-dire que concrètement, moi, je suis aujourd'hui, ça serait quoi mener une politique de gauche sans renverser la table? Impossible. Ici, par exemple, on pourrait interdire des licenciements quand les entreprises font des profits ou bien quand elles perçoivent d'une façon importante des subsides des collectivités et de l'État. Eh ben, il y aurait fuite de capitaux, il y aurait une pression terrible menée sur la France. Il y aurait, si par exemple on prend l'exemple, mais attention, je dis si fuite des capitaux, on est le 4e ou le 5e pays. Alors qu'on est une crotte de mouche sur un quart du monde, en termes de destination des capitaux étrangers, on est quand même une puissance mondiale qui fait partie du top 5, quoi. Pourquoi craindre ça? Non, je pense qu'il y a une politique, concrètement, il y a une politique alternative qui peut être menée, mais aujourd'hui, si on prend par exemple la construction européenne, la gauche social-démocrate, elle s'est complètement pris au piège de cette construction. Aujourd'hui, regardez, vous avez la Commission européenne qui demande au gouvernement de revoir sa copie, qui exerce quand même... et donc je pense qu'aujourd'hui... Un contrôle sur le budget des États. Voilà, enfin, on est dans une insouveraineté aujourd'hui. Or, la gauche, c'est la souveraineté, c'est la capacité d'agir. Vous diriez qu'il faudrait retrouver une souveraineté juridique et monétaire? Je sais pas, le problème c'est que concrètement, c'est là. Mais moi je suis pas économiste. Là on est vraiment sur... moi je pense que par exemple, la sortie de l'euro, ça serait... D'ailleurs Frédéric Lordon le dit même, ça serait très très risqué. Et il pense qu'il faut le faire, mais il dit attention, c'est un cataclysme. Il le dit que ça ouvrirait une période de chaos.
qu'est-ce qu'on risque? Ah ben bien sûr que si, parce que concrètement, si le franc redevient franc, mais la spéculation va attaquer le franc, on va devoir dévaluer le franc, ça va avoir aussi des effets super importants, ça va renchérir les produits qui viennent de l'extérieur, enfin ça aurait des effets. Attention, je dis pas, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que le capitalisme est tellement radicalisé, l'Union européenne a tellement verrouillé l'absence d'alternative que aujourd'hui, d'un certain point de vue, la gauche est condamnée à la radicalité. Et donc du coup, l'option social-démocrate à papa, c'est vrai que d'un certain point de vue, c'est un fusil à fléchette devant l'arme nucléaire. Voilà. Et or le problème, c'est aussi qu'on construit quelle majorité pour cette radicalisation. Aujourd'hui, on le voit bien. Enfin, aujourd'hui concrètement, là, ce qui est aussi frappant, c'est que la droitisation du PS ne profite pas à la gauche du PS. On l'a vu aux dernières élections européennes, c'est absolument effrayant. C'est-à-dire que globalement, aujourd'hui, il y a l'espace politique ouvert à la gauche du PS, il est aussi, il se replie. Alors pour des questions de division, mais moi ça me frappe aussi beaucoup. C'est-à-dire ça frappe aussi beaucoup les socialistes. Hein. Ils se disent mais les Français, ils veulent pas une politique plus à gauche puisque la gauche radicale n'a pas progressé aux dernières élections. Donc ça, bon, c'est un argument un peu électoraliste du PS, mais ça pèse aussi. L'injonction au vote utile, le terrorisme du vote utile, bon, c'est l'instrumentalisation de la menace de l'extrême droite. C'est aussi bon l'effet, l'instrumentalisation du 21 avril 2002, du fait que Jospin soit pas allé au deuxième tour. Pour moi, ça renvoie aussi à une question fondamentale, c'est la question institutionnelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le problème aussi, c'est que il y a les verrous économiques à l'absence d'alternative, les verrous européens, mais il y a aussi les verrous institutionnels en France, avec cette catastrophe qu'est le régime de la Ve République, et puis surtout avec ce système infernal qui est l'élection présidentielle, qui maintenant est avant toutes les élections, qui est avant, avec l'inversion du calendrier, c'est l'élection maîtresse, elle pollue la vie démocratique, elle fait que la vie démocratique est empoisonnée par la personnalisation, et puis par cette idée qu'il faut que la gauche elle gagne l'élection présidentielle, du coup c'est l'ouverture à tous les compromis, et puis donc concrètement pour moi la bataille c'est aussi la 6ème République, et c'est aussi la proportionnelle, parce que si pour empêcher l'injonction au vote utile, il faut de la proportionnelle. Et donc que on donne la possibilité aux gens de voter pour leur préférence politique et pas pour un moindre mal ou un candidat auquel on ne croit pas. Si je pense que la politique d'Hollande est plus à droite sur certains plans que la politique de Sarkozy, c'est aussi parce que on est aussi dans un glissement dans le temps des politiques de plus en plus à droite. C'est-à-dire que voilà, c'est une pente en fait. Hein, c'est une pente et le PS suit la pente. Et donc on peut penser par exemple que si la droite revient au pouvoir en 2017, elle mènera une politique de droite encore plus à droite que celle d'Hollande. Voilà. Et d'ailleurs c'est ce qui se trame, parce que quand on voit par exemple un candidat comme Juppé qui est présenté comme un candidat de droite modéré, quand on voit aujourd'hui son programme, il est bien plus à droite que le programme de Sarkozy de 2012. Hein, voilà. Bon, donc alors l'UMPS, bah oui, évidemment. De toute façon, cette indifférenciation des politiques menées et cette droitisation du PS, elle nourrit un sentiment d'impuissance, et puis elle nourrit l'idée que la gauche et la droite c'est pareil, évidemment, mais bon, c'est une banalité de le dire, d'autant qu'en fait le problème aussi c'est qu'on a, ça c'est un autre phénomène moi que je pointe, une hyper-professionnalisation de la politique. Les hommes politiques de gauche et de droite sont issus, ont les mêmes profils, ils sont issus des classes, la classe dominante, et donc du coup il n'y a plus de différence non plus en termes de Bourdieu, on dirait d'exis corporel, de façon de parler, et il y a une question aussi, il y a un problème moral aussi. Voilà, il y a un problème moral aussi, concrètement, parce que on voit bien l'affaire Aquilino Morel, l'affaire Thévenoud, tout ça, il y a une décomposition morale aussi du PS, qui est profonde. Voilà, alors, est-ce qu'il y a, du coup, moi, ouais. Mais pourquoi? Parce que vous êtes au PS, là, quand ouais. même, vous êtes adhérent, vous avez une carte, ouais. vous êtes à jour de cotisation. Ouais. Ça veut dire que vous continuez à être motivé, vous continuez à y croire? Moi... C'est pas qu'un déterminisme familial. Non, bien sûr, bien sûr. Moi, pour moi, c'est au PS qu'il faut être. C'est-à-dire que je pense que
Mais je pense que pour l'instant, c'est là que ça se passe. Vous dites comme Filoche, il faut faire bouger le PS. Voilà. Moi, je pense que je pourrais me faire plaisir à aller dans un parti qui correspond plus à mes préférences politiques. C'est très très difficile de rester au PS aujourd'hui parce qu'on a des rapports très très compliqués de conflictualité, vraiment très mais lourd, hein. Voilà. Après, voilà, moi, je revendique aussi une forme de pragmatisme stratégique, c'est-à-dire que je pense que aujourd'hui le PS est le parti dominant. Peut-être que ça ne sera pas le cas. Je ne vois pas pour l'instant qui peut reprendre la place ce place de parti dominant. Hein. Et donc je pense qu'il faut essayer d'infléchir le fonctionnement du PS. Et pour l'instant nous n'y arriverons pas. Donc c'est un constat d'échec. Je vais vous dire qui est mon adversaire. Il n'a pas de nom, pas de visage. C'est le monde de la finance. En cherchant bien, ils ont trouvé des noms, ils ont trouvé des visages, mais ils ont surtout aussi décidé que c'était pas un adversaire. Puisque vous prenez Monsieur Stéphane Macron, qui est secrétaire général adjoint de l'Élysée, aux côtés de Pierre-René Lemas, donc numéro 3 de l'Élysée, qui voit donc à peu près tous les jours François Hollande en le croisant au moins dans son bureau et en faisant des réunions avec lui. Eh bien, c'est un des plus jeunes, brillants banquiers issus de la banque Rothschild. Voilà, de ce fameux visage, ce fameux monde de la finance, n'est-ce pas, qui n'a pas de visage et pas de nom. Qu'est-ce que tu... Hollande, qu'est-ce que tu fais avec... Qu'est-ce que tu fais avec Rothschild? Psst, papa. Ah, c'est très étrange. Le socialiste est très étrange. Vous savez pourquoi? Parce que il vous dit, hein, mon ennemi, c'est la finance. Et il fricote tout le temps devant les banques. Alors que la finance était désignée par François Hollande comme l'ennemi numéro 1 durant l'élection présidentielle, c'est un ancien banquier d'affaires de chez Rothschild qui fait son entrée au ministère de l'économie, du numérique et de l'industrie. Puis en 2008, il rejoint le privé en tant que banquier d'affaires et pilote des négociations à plusieurs milliards d'euros. Vous aviez promis de mettre la finance internationale à genoux, mais c'est vous qui êtes à genoux devant la finance internationale pour qu'elle comble nos déficits. Radio Campus 106,6 ou sur campuslille.com. Allons chercher nettement à gauche du PS pour voir ce qu'on en pense. Olivier Dussart est militant au NPA, nouveau parti anticapitaliste. Le Parti socialiste mène une politique libérale et que le NPA défend une orientation antilibérale et anticapitaliste. Donc il y a un désaccord sur le fond par rapport aux politiques que mène le Parti socialiste. Comment pourrions-nous avoir des candidatures communes avec un parti qui aujourd'hui au pouvoir démantèle le code du travail, fait 50 milliards d'économies sur les dépenses publiques, 40 milliards de cadeaux supplémentaires dans le cadre du pacte de compétitivité au patronat? On a bien des projets qui sont complètement différents et des classes sociales que nous défendons qui sont totalement différentes. Le PS ne défend pas une politique de gauche, ça c'est extrêmement clair. Le PS mène une politique qui est exactement la même que celle que mènent les différents partis de droite lorsqu'ils sont au pouvoir. Par contre, dans l'imaginaire des gens et dans l'imaginaire de ces militants ou de ces sympathisants, il peut apparaître comme étant de gauche. Mais cela est de plus en plus faible. C'est-à-dire qu'un des éléments qui est important aujourd'hui, c'est qu'on a bien une rupture de l'électorat de gauche et notamment de ces catégories populaires avec le Parti socialiste, et le Parti socialiste de moins en moins représente pour les catégories populaires une perspective de transformation sociale, voire même de simple amélioration de la situation actuelle. Le discours du Bourget sur la finance, c'était avant tout un effet d'annonce, puisque si on regardait les 60 propositions de François Hollande, eh bien on trouvait aucune augmentation des salaires, on trouvait pas la réduction du temps de travail, on ne trouvait absolument aucune dénonciation d'une dette illégitime et refus de la payer. Par contre, on trouvait en annexe de son programme la réduction de 50 milliards d'euros sur les déficits publics. Donc on avait un effet d'annonce, mais une politique qui était clairement annoncée et qui était une politique qui se situait dans le droit fil de ce qui avait été fait auparavant par les gouvernements de droite. Fini les tons condescendants et les conseils paternalistes, vos sourires narquois et tous vos traits d'humour raciste. Vous ne pourrez plus vous afficher de dorures indécentes, vous gargariser de dividendes et jouir du fruit de vos rentes. Quand vous sonnerez la cloche, seul le silence vous répondra. Vous nous direz votre petit personnel et les traits d'ingrats. Et nous les bâtards, les rebuts et les déchets, nous danserons autour du grand bûcher de vos rêves déchus. Le soulèvement aura lieu. Mais c'est quoi le socialisme pour Rémi Lefebvre?
Et pourquoi il n'est pas militant du Front de gauche, du NPA ou d'un groupuscule marxisto-léniniste? Le PS, c'est l'idée qu'on accepte l'économie de marché. On pense que c'est un système qui ne peut pas être radicalement transformé, mais dans le cadre de ce système, et en utilisant la capacité qu'a le capitalisme à produire des richesses, on est plus redistributif, on lutte contre les inégalités sociales, on encadre le capitalisme, et on le régule. Moi, je pense, et donc là c'est maintenant le citoyen qui pense, oui. Moi je pense que aujourd'hui, je ne vois pas dans quelle mesure on peut supprimer l'économie de marché. Et pour moi, le modèle n'existe pas à gauche, je ne le vois pas. Je vois pas. Alors par contre, je pense qu'aujourd'hui, il faut, pour moi, être socialiste, c'est une tension permanente entre la logique du profit et un État fort, un État qui taxe, donc la fiscalité. Pour moi, la fiscalité, c'est un outil de redistribution sociale. Donc ça, c'est un échec aussi total. Le PS n'a pas fait du tout de réforme fiscale. L'impôt. Moi, l'impôt, c'est fondamental. Pour moi, je suis, j'allais dire, social-démocrate à l'ancienne. C'est-à-dire, social-démocrate, c'est une économie sociale de marché qui intègre l'impératif écologique. Qui prennent dans la mesure du possible l'égalité réelle. Voilà. Et alors après, moi je suis jauréciste aussi. Moi je pense que Jaurès, on l'a vachement instrumentalisé ces derniers mois à l'occasion de son centenaire. Jaurès, c'est ce qu'il dit, hein, c'est-à-dire c'est pas le grand soir tout de suite. On transforme la société et après, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller très loin dans la transformation. Mais bon, à tout ça, on en est très très loin. J'ai beaucoup réfléchi à l'idée de rejoindre le Front de gauche. Bon, parce que par exemple, je suis assez admiratif de ce que peut être Mélenchon. En même temps, c'est quelqu'un qui me fait peur en même temps. C'est-à-dire que bon, c'est quelqu'un aussi qui m'étonne beaucoup dans ces dernières réflexions, notamment sur la manière maintenant dont il rejette les partis politiques, alors qu'il était fasciné par les partis politiques. Hein. Voilà, j'ai parfois du mal à un peu le suivre. Le problème, c'est qu'on voit bien que le Front de gauche, depuis 2012, suite notamment aux élections municipales, où le Parti communiste a été pris un petit peu entre sa proximité idéologique et Mélenchon, et puis son intérêt à conserver son appareil, ses élus, et donc qu'il tirait plutôt vers une alliance avec le PS. Hein, voilà. Pour moi, aujourd'hui, il est plus lisible, le Front de gauche. C'est quoi le Front de gauche? C'est quoi la position du Front de gauche? On n'entend plus beaucoup le Front de gauche, je trouve. Moi, je pense aussi que le problème du Front de gauche, c'est que ça a quand même été instrumentalisé en vue d'une ambition présidentielle. Et donc, d'un certain point de vue aussi, Jean-Luc Mélenchon est un peu pollué par cette présidentialisation des institutions. Puisque, au fond, le Front de gauche s'est aussi constitué en vue de l'élection présidentielle, en essayant de jouer du levier de l'élection présidentielle, ce qui me paraît une fatalité aujourd'hui. On peut plus, si le Front de gauche veut conquérir, le Front de gauche veut conquérir le pouvoir aujourd'hui, il faut qu'il passe devant le PS au premier tour de l'élection présidentielle. C'est évident. Et c'était la stratégie de Mélenchon. Bon, et pour moi, c'est pas forcément une mauvaise stratégie. En même temps, ça a des effets pervers, parce que concrètement, ça veut dire jouer le jeu de la personnalisation, etc. Bon, voilà. Donc moi, ce que je regrette, c'est les divisions au sein du Front de gauche, et aussi, on voit pas bien le cap. C'est quoi aujourd'hui la stratégie du Front de gauche? Elle me paraît pas très lisible, hormis l'élection présidentielle. Moi, je trouve, hein, c'est mon point de vue de socialiste aussi, c'est qu'il y a une capacité des gens à la gauche de la gauche à la tyrannie des petites différences, c'est-à-dire à s'empoisonner, à survaloriser, à accorder trop d'importance à des petites différences. Enfin, il y a des ça me fascine, cette espèce d'incapacité aussi à apporter à un moment donné une dynamique, à s'y tenir. Enfin, je sais pas. Peut-être que c'est ma vision un peu trop efficace que j'ai du point de vue de socialiste, mais je trouve qu'il y a une déperdition d'énergie qui est considérable. Voilà. Et donc ces comités antilibéraux, c'était une expérience intéressante, mais qui n'a pas réussi à créer une dynamique durable. Et donc et ça c'est terrible, parce que on voit bien les divisions aussi à l'extrême gauche, les divisions au PC, les divisions entre Mélenchon et Laurent. Enfin tout ça, enfin ça donne l'impression quand même d'une compte tenu du contexte, j'observe ça avec
je suis assez, voilà, c'est effrayant. Est-ce que le parti politique c'est la bonne solution aujourd'hui pour réarmer la gauche? C'est une question qu'on peut se poser. Ah oui. Les partis politiques, c'est aussi des structures oligarchiques, c'est des bureaucraties. Aujourd'hui, ça peut être quoi d'autre? On pourrait imaginer des partis réseaux, déjà par exemple des partis de l'éducation populaire. où évidemment, puis des formes aussi moi ce qui me frappe aussi, ce qui est à mon avis le signe aussi de l'impasse dans laquelle est la gauche, c'est que il y a un éclatement, il n'y a plus de dynamique entre associations, syndicats, partis politiques, intellectuels. Tous ces mondes sociaux se sont repliés sur eux-mêmes. On le voit très bien dans le monde de la culture, par exemple. Le monde de la culture, c'est aussi notabilisé. Les intellectuels aujourd'hui de gauche critiques sont aussi repliés un peu sur leur université. Et ils craignent d'ailleurs ils ont des idées, mais ils ont peur de se politiser. Je sais bien. Donc du coup, tous ces un peu continents de la gauche n'ont plus de dynamique collective. Le soulèvement aura lieu. L'air est électrique, le temps est lourd et orageux. Le soulèvement aura lieu. Oui, c'est une évidence, et t'auras beau prier ton Dieu. Le soulèvement aura lieu. L'air est électrique, le temps est lourd et orageux. Le soulèvement aura lieu. Oui, c'est une évidence, et t'auras beau. Tout au long de l'émission, on a entendu la canaille, le soulèvement aura lieu. Je vais vous dire qui est mon adversaire. Il n'a pas de nom, pas de visage, pas de parti. Il ne présentera jamais sa candidature. Il ne sera donc pas élu. Et pourtant, il gouverne. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Il dit, cet adversaire n'a pas de visage. Mais c'est faux. Cet adversaire en a 100 des visages. C'est Marc Ladré de la Charrière, patron de Fitch Ratings. C'est Jean-Charles Naouri, PDG de Casino, qui a libéré la finance. C'est Michel Pébreau, PDG de BNP Paribas, qui lui a été conseiller occulte de tous les ministères de l'économie depuis 15 ans. Vous voyez? Donc cet adversaire, déjà, il a des visages. On nous dit, cet adversaire n'a pas de visage. Cet adversaire n'a pas de parti. Mais si, cet adversaire a au moins 2 partis. Il a eu l'UMP et le Parti Socialiste qui ont gouverné en accord sans heurter le monde de la finance depuis 30 ans. Alors aujourd'hui, le Parti Socialiste pourrait décider, mais encore une fois, de devenir vraiment cet adversaire. Mais encore une fois, il faudrait un retour critique sur leur histoire pour parvenir à dire, voilà, effectivement, on était trop conciliant à l'égard de la finance, mais il y a eu 2 partis qui ont soutenu. Donc on voit bien que dans le même temps où il fait cette déclaration, il y a de très grosses limites qui sont portées. Et la plus grosse limite, c'est quel est le plan d'action pour combattre cet adversaire. Lisez le discours du Bourget dans sa totalité, ou écoutez-le, ce que j'ai fait. Vous n'avez pas de plan d'action pour combattre la finance. Voilà ce que ça veut dire. C'est un exercice qui peut provoquer des vomissements, ou des vertiges ou des déséquilibres. Travail du cervelet, travail de la rate, travail du foie. Ça va vous secouer un petit peu. Et voilà le travail. C'était Travaille ta gauche, l'émission qui s'adresse à votre entendement les 1er et 3e lundis 8h de chaque mois. Rendez-vous le lundi 19 janvier à 8h ou sur YouTube Travaille ta gauche avec une question. La résistance, c'était pour faire quoi? Et c'était contre qui? Réécoutez nos émissions sur campuslille.com et, tu viens de le dire, YouTube. Tapez Travaille ta gauche. Alors, et toi? Et moi quoi? Et toi? Deuxième tour. T'as fait quoi? Je sais pas. Je sais pas quoi? Je sais pas. Et tu regrettes pas? Non.